Si nous sommes là tous réunis, on aura l'occasion de se présenter les uns et les autres dans un instant. C'est bien parce que actuellement, comme vous le savez, il y a au Mémorial une exposition permanente qui va durer encore de longues semaines autour de Beat et Serge Klarsfeld, intitulée « Les combats de la mémoire ». Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, on aura peut-être l'occasion d'en parler, de 1968 à 1978, donc une décennie très particulière au cours de laquelle Beat et Serge Klarsfeld se sont engagés sur la scène publique et de manière très, très forte, très puissante tout au long de ces années. Et c'est du reste à la fin de ces années, si vous me permettez un mot personnel, ce sera peut-être le seul de la soirée, puisque je suis modérateur, je vais essayer de distribuer la parole entre les 6 historiens qui sont réunis autour de moi. Ce souvenir personnel se situe justement à la fin de cette décennie, en 1978. C'est une époque où je suis jeune reporter au journal Le Monde, et Serge Klarsfeld, que je connais de nom mais que je ne connais pas, organise une conférence de presse à son cabinet d'avocat, et je m'y rends à la demande de la rédaction du Monde. Et Serge Klarsfeld reçoit une quinzaine de journalistes, notamment, je me rappelle, des journalistes d'agences de presse, qui, vous le savez, ont un rôle déterminant. C'est eux qui rédigent les dépêches de presse qui ensuite alimentent la profession des journalistes. Et Serge Klarsfeld nous fait le point sur l'affaire Leguet, Jean Leguet, et les journalistes présents, si j'ose cette familiarité, ce mot familier, débarquent parce qu'ils ne connaissent pas ce nom de Jean Leguet. Et Serge Klarsfeld nous explique qu'il s'agit du principal adjoint de René Bousquet et qu'il a joué un rôle considérable dans la Shoah, dans la persécution des Juifs en France et dans leur déportation. Donc nous écoutons, nous prenons des notes, nous quittons Serge Klarsfeld, c'était la première fois qu'on se voyait. Et avant de partir, Serge nous remet à chacun un dossier. Et ce dossier, pour ce qui me concerne, je le lirai en quittant le cabinet d'avocat dans le métro pour rentrer à la rédaction du Monde. Et à ce moment-là, je découvre une liasse d'archives de l'époque, signées, des télégrammes, des documents signés Jean Leguet, René Bousquet, qui, de manière très précise, nous font remonter cette période des années 40 de l'occupation à la figure, et qui montrent le rôle qu'ont joué René Bousquet et Jean Leguet à cette période. Et quand je rentre à la rédaction du Monde, mon chef de service me demande alors de quoi avez-vous parlé, de quoi était-il question. Je lui raconte brièvement, je lui montre les documents, et il me dit mais il faut immédiatement aller voir ce Jean Leguet, que Serge Klarsfeld voulait évidemment poursuivre, commencer à instruire cette affaire. Et je téléphone, je tombe sur Jean Leguet, et il me donne rendez-vous dans le jour même. Je vais lui rendre visite, et c'est grâce aux documents réunis par Serge Klarsfeld que je peux réaliser avec Jean Leguet un entretien qui fera toute la dernière page le lendemain du Monde, et qui sera d'une certaine manière le début de l'instruction du dossier, la première pièce, la première cote du dossier d'instruction. Alors si je raconte tout ça, c'est pas du tout pour me mettre en valeur, c'est pour expliquer que si jamais j'ai sorti un scoop, c'est évidemment grâce au travail de Serge Klarsfeld, qui avait réuni une documentation incroyable, et que ce jour-là, jour de notre première rencontre, eh bien j'ai tout à la fois découvert un avocat, un militant, un archiviste d'une certaine manière, et un historien, parce que c'est Serge Klarsfeld qui, dans les quelques mois qui ont suivi, d'une certaine manière, et même tout à fait, a fait mon éducation concernant l'histoire de l'occupation de la France durant ces années, ce qu'on appelle aujourd'hui les années noires.
Et donc, en réalité, au cours de cette première rencontre décisive, eh bien, j'ai connu Serge Klarsfeld en tant qu'historien, alors qu'il ne l'était pas encore. Il l'est devenu officiellement, puisqu'il a passé un doctorat d'histoire à la faculté de Nice en 1989. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Les historiens réunis ici pour nous ce soir en parleront, mais évidemment, durant tout ce parcours, cet itinéraire avec Beate, Serge a publié de nombreux livres qui sont des livres d'historiens, mais les historiens en parleront mieux que moi, le mémorial que vous avez tous en mémoire. Et pour ce qui me concerne, j'ai toujours eu un attachement et j'ai toujours considéré que l'ouvrage essentiel, important pour moi, c'était celui-là, le calendrier. Parce que d'abord, c'est un travail considérable. Évidemment, son format fait penser à un code juridique, ça, les codes d'Alloz. Mais là, en l'occurrence, c'est pas la couleur rouge qui a été retenue, c'est la couleur jaune, ô combien symbolique en l'occurrence. Et surtout, c'est une mine d'informations. C'est un concentré d'archives, de documents inédits réunis par Serge. Alors voilà, j'ai déjà trop parlé. Pour commencer, nos amis je pense, vont vous présenter, vont vous parler un petit peu de Serge, qui évidemment prendra la parole, je lui donnerai la parole. Hein, mais on va dans un premier temps, chacun va raconter un peu à sa manière comment il a rencontré Serge Klarsfeld, en tant qu'historien bien sûr, puisqu'on est là pour parler histoire, mémoire, et sur quel sujet cette première rencontre a eu lieu, quel en a été le prétexte ou l'origine. Alors peut-être tout d'abord, Annette, vous pouvez peut-être nous... Merci pour la galanterie. Bon, moi j'avais déjà raconté, mais je le re-raconte, ma première rencontre avec Serge. Quand j'ai commencé, après avoir, comme on est en 50 ans de mai 68, après avoir été gauchiste, après avoir été maoïste, après avoir enseigné pendant 2 années en République populaire de Chine, quand je suis rentré, je me suis dit non, tout ça ne va pas, il faut que je retrouve mes racines. C'était un peu la mode. Et mes racines, c'était mon grand-père Wolf Wiewiórka, qui était écrivain yiddish et qui avait été arrêté à Nice en 1943 et déporté dans le même convoi que Arnaud Klarsfeld, le père de Serge. Et j'ai commencé à vouloir mieux connaître l'histoire de mon grand-père et je suis allé voir Serge. Et il m'a reçu comme il reçoit tout le monde, c'est-à-dire toute personne qui demande à voir Serge parce qu'il cherche des renseignements sur sa famille, Serge le reçoit. Et il m'a donné tous les documents qu'il avait sur ce convoi. Je me souviens qu'il y avait même les listes des Juifs de Drancy qui étaient en charge de porter les bagages dans les documents qu'il m'a donnés. Ça a été ma première rencontre. Et puis après, il y en a eu beaucoup d'autres. On a travaillé ensemble à la mission Mattéoli. On se retrouve un peu aussi à la Fondation. Je ne parlerai pas des sujets qui fâchent quand on a été en désaccord, mais... Alors, Annette, je m'aperçois que j'ai mal fait les choses parce que je ne vous ai pas présenté en tant qu'historienne et vous allez pouvoir nous préciser justement quand vous êtes devenue historienne. Mais vous avez été très longtemps chercheuse au CNRS. Vous avez évidemment fait une thèse sur la déportation et le génocide. Et puis vous avez publié aussi pas mal de livres, notamment L'ère du témoin et les nouvelles perceptions sur la Shoah. À partir de quand et est-ce que Serge joue un rôle dans le fait que vous alliez devenir historienne? Presque tout de suite, parce que mon premier livre sur la période de la guerre, c'était Ils étaient juifs résistants communistes. Je viens de rendre les épreuves, le livre ressort à la rentrée. Et dans ce livre, je me suis beaucoup servi d'un ouvrage de Serge qui ne figure pas ici, et qui pour moi est un ouvrage très important et qui montre aussi comment travaille Serge. C'est le livre des otages, la politique des otages menée par les autorités allemandes 1941-1944. C'est un livre qui date de la fin des années 70,
donc à peu près du moment où vous avez rencontré Serge. Et c'est un livre qui est bien dans la manière de Serge Klarsfeld. Il s'empare d'un sujet qui est le Mont Valérien, haut lieu de la mémoire combattante, premier lieu de mémoire en France, où sont célébrés un certain nombre de grands fusillés qui ont leurs plaques, leurs stations de métro, comme Jacques Bonsergent, par exemple, métro qui était à côté de chez moi, Georges Politzer, Gabriel Péry, recordman des noms de rue. Donc c'est ça le Mont Valérien. Et ce que fait Serge Klarsfeld, c'est de dire non, le Mont Valérien c'est cela, mais c'est aussi les petits juifs, et dans ma bouche c'est pas un terme péjoratif, hein, ce sont tous ceux-là qui ont été fusillés, dont on ne sait rien, pour lesquels il n'y a pas de mémoire, et qui ont été pris pour beaucoup d'entre eux dans le camp de Drancy et fusillés comme otages. Et il donne un chiffre déjà approximatif, qui s'est après affiné, et il donne surtout, donc c'est ça sa méthode, une histoire générale, non connue, qui est celle de la politique des otages. Alors depuis, il y a une bibliothèque sur la politique des otages, mais il a été pionnier. Et puis ensuite, pour chacun de ceux qui ont été fusillés, pour ces gens qui venaient de la rue du Corbeau, qui s'appelle maintenant Jacques Louvel-Tessier, qui venaient de la rue Crozatier, il fait une fiche. Donc, il fait que les noms de ces gens sont marqués. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps, parce que je pourrais après faire l'histoire jusqu'à la commission Badinter, où Serge ne siège pas, mais où il envoie un des fils et filles qui était Léon de Sévry, si ma mémoire est bonne, et jusqu'au moment où on inaugure le monument, où on a tous les noms, sauf à la marge, comme toujours, des noms qu'on peut oublier, on peut se tromper, et à l'heure actuelle, les noms sont marqués sur la cloche, sur le monument du Mont Valérien. Donc dans ce livre, je cite à plusieurs reprises cet ouvrage-là de Serge, parce qu'il m'a été très, très utile. À une époque, Laurent Grésalmer a parlé de l'archive, à une époque où toutes ces archives-là, on ne les trouvait pas si facilement que ça. Aujourd'hui, tout est ouvert. Voilà donc ma première rencontre comme historienne, et tous mes livres qui portent sur ces sujets-là, si on regarde l'index, Serge, et comme vous, j'ai un fait pour celui-là, parce qu'il est dans une petite bibliothèque qui est une sorte de pochothèque, qui rentre dedans, alors que celui-là est sous le lit d'amis, pour mes petits-enfants, qui est dans mon bureau. Et je le sors en me disant, peut-être qu'un jour, j'aurai même plus la force de le sortir et de le poser sur le lit pour le consulter. Merci Annette Villers-Bujorquin. C'est vrai que le format est très pratique. Henri Rousseau, vous aussi, chercheur au CNRS, longtemps patron de l'IHTP, alors il faut décliner l'Institut d'Histoire du Temps Présent, si je ne m'abuse. Vous avez vous aussi publié beaucoup de livres. J'en cite au moins un ou deux qui ont marqué et qui nous ont, j'imagine, ici tous marqué, notamment le syndrome de Vichy, qui est un livre qui, pour la première fois, je pense, permettait de mieux comprendre la relation compliquée et tourmentée de la France avec Vichy et les différentes étapes que vous analysiez très bien. Et puis il y a eu un passé qui ne passe pas. Et d'autre part, si je ne m'abuse, chez Belin, vous avez coordonné avec d'autres une histoire de France en 17 volumes. Alors, ces présentations faites, même si elles sont toujours trop rapides, comment s'est passée votre première rencontre avec Serge Klarsfeld, et puis dans quelles circonstances? Je suis un peu honteux parce que je me rappelle très bien, la première fois que j'ai vu Serge Klarsfeld, je me rappelle très bien, c'était ici. Enfin ici, pas tout à fait ici, c'était l'ancien CDJC, enfin le CDJC, mais c'était l'ancien bâtiment, c'était l'auditorium. Oula, c'est bon. Il est ouvert. Voilà. Voilà. Et donc c'était un colloque, je crois que c'était un des premiers colloques en France qui s'intitulait « La France et la question juive ».
et auquel j'ai assisté. J'étais un jeune étudiant, enfin jeune, oui, relativement. C'était en 79. Je commençais tout juste ma thèse, et donc je suis venu parce que c'était le CDJC à l'époque, qui n'était pas le mémorial de la Shoah, était quand même, en gros, enfin pour simplifier, le seul endroit en France où on parlait véritablement de ces questions-là. Non seulement c'était une ressource fondamentale pour l'historien, parce qu'on avait accès à des archives qui à l'époque étaient fermées, encore fermées. Et donc, je me souviens très bien voilà, j'étais un jeune étudiant l'écoutant, et il était un parmi d'autres. Et je dois dire qu'à ce moment-là, je ne percevais pas l'originalité. Je vais être très franc, je ne vais pas raconter une belle histoire tout de suite. C'était, pour moi, un militant. Voilà. Je ne percevais pas la particularité qu'il avait. Je l'ai perçue un peu plus tard. Et ensuite, alors, on s'est croisés, je pense. Je ne me rappelle pas le moment exact, mais c'est probablement à la fin des années 80, au début des années 90, au moment de ce que j'ai appelé avec d'autres l'anamnèse de la Shoah, en tous les cas la question de Vichy, dont Laurent Garel-Zamer vient de rappeler un des épisodes fondateurs, qui était la question de Jean Le Gay. Ensuite, il y aura d'autres épisodes, notamment avec le procès Touvier, notamment. Et là, je pense qu'on s'est croisés à plusieurs reprises. Et je pense que le moment fondateur, enfin le moment où on a commencé vraiment à se parler régulièrement, c'était le procès Touvier, puisque Serge y était tous les jours. Il ne plaidait pas, c'était Arnaud qui plaidait. Moi, j'y assistais dans son intégralité, puisqu'à l'époque, je faisais des chroniques du procès dans Libération. Et donc, j'étais parmi les journalistes. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'on s'est rencontrés aussi à ce moment-là. Et donc, on se parlait tous les jours. Et il faut dire les choses un peu franchement. Alors ça, c'est mon point de vue. Il n'y avait pas de méfiance, mais il y avait une sorte de circonspection réciproque. C'est-à-dire, j'étais un jeune historien universitaire, enfin CNRS, et je regardais avec à la fois de l'admiration déjà, il faut être clair, et une certaine interrogation, un historien qui n'était pas du sérail. Je ne vais pas dire tout de suite, ah oui, bien sûr, j'ai accepté ça. Non, c'est pas vrai. Il a fallu du temps, et je pense que c'est... Enfin, je l'ai ressenti comme ça à l'époque, en tous les cas, peut-être que je me trompais, que c'était un peu réciproque. Il y avait... ça faisait partie, c'est pas par rapport à moi uniquement, mais ça faisait partie de la situation, disons des années 80, qui a par la suite beaucoup changé, où il y avait une sorte de regard un peu distant entre ceux qui faisaient de l'histoire pour des raisons qui étaient à la fois militantes et autres, et ceux qui revendiquaient, à tort d'une certaine manière, une forme de prééminence d'une histoire qui serait uniquement scientifique. Bon, tout ça a explosé ensuite par la nature même du sujet. C'était impossible de tenir cette ligne de part et d'autre. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, le mémorial de la Shoah accueille un nombre considérable d'historiens ou d'historiennes de tout statut, toute nature. Voilà. Donc, et je pense que l'un des moments où j'ai vraiment compris l'importance de son travail, qui à l'époque pour moi c'était surtout le mémorial, avant que le calendrier ne sorte, parce que dans la première version du mémorial, il y avait à la fois la liste des convois, il y avait la liste des noms, et puis il y avait ces pages de synthèse qui sont reprises dans le calendrier. Et je dois dire, comme historien travaillant sur Vichy, je regardais les parties synthétiques. J'essayais de me faire une idée, puisque j'ai travaillé sur la Shoah très vite, puisque dès 1975, j'ai commencé à travailler dans ma maîtrise sur la question de la réalisation économique. Et donc voilà, je m'intéressais à ça. Et puis un jour, je me rappelle très bien, c'est un souvenir qui m'a marqué, j'étais dans mon bureau à l'IHTP, je n'étais pas directeur, j'étais un chercheur, et je me suis mis à lire les noms. Alors pourquoi lire les noms, on va dire, d'un point de vue strictement de la connaissance scientifique, à quoi bon lire des noms? Bien sûr, c'est... j'ai lu des noms, voilà, j'ai lu comme ça au hasard, j'ai feuilleté, je suis tombé sur mon nom, enfin orthographié comme le mien, et sur le nom de la famille de ma mère, qui étaient donc deux noms originaires de Salonique. Je suis quasiment certain que pour la famille de ma mère, Menahem, c'était des gens de sa famille donc, qui sont venus en France de Salonique et qui ont donc été arrêtés en France. Pour les Rousseau, je ne sais pas quel est exactement le lien de famille, mais vu que mon nom représente une famille relativement étroite à Salonique, je pense que nous étions liés. Et il se trouve que le nom sur lequel je tombe, c'est Rousseau Henri, avec un I. Et c'était évidemment pas moi, mais c'était un choc très violent de réalité. C'est-à-dire, voilà, cette histoire que j'essayais de construire, comme beaucoup de jeunes historiens à l'époque, de façon distanciée, en me méfiant de la mémoire. À l'époque, je me méfie de la mémoire. C'est après que
je vais m'intéresser à la mémoire comme sujet, et parce que c'est devenu un phénomène global. Je suis un historien, distant, scientifique, enfin, toutes les illusions d'un début de carrière, la distance académique, la neutralité axiologique, enfin, il y a des tas de noms très savants pour expliquer tout ça. Puis un jour, ça vous saute à la figure, voilà, cette histoire, je ne vais pas entrer dans les détails en ce qui me concerne, voilà. Et j'ai compris l'importance de cette double approche. C'est-à-dire à la fois une approche qui était proprement historique, c'est la partie synthétique sur les Juifs en France, les nombres, les chiffres, les bilans, la sociologie des victimes, etc. Et puis cet aspect charnel que j'ai senti tardivement, puisque je n'ai pas été, moi, très directement confronté dans ma jeunesse à ces questions-là. Voilà. Et ça, c'est resté pour moi, et c'est là où a commencé, je pense, un véritable intérêt pour Serge, qui représente quelque chose de très particulier, puisqu'il est à la fois historien et incontestablement historien. On y reviendra peut-être sur la manière de travailler, tout ça. Incontestablement, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Militant, je crois que c'est même la première chose qu'il dit, enfin, quand il se présente. Enfin, c'est clairement un travail de militant, un travail même politique. Et puis un avocat, mais avocat pour la cause. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire on a des fonctions diverses, mais qui sont toutes orientées. Il est à la fois historien et avocat pour un même objectif, qui est la mémoire des victimes. Et ça, c'est un parcours... quel qu'on soit, on a eu des différences, bien sûr, on a eu des désaccords, mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait unique. Voilà. Merci Henri Rousseau. Je vais donner la parole à Denis Péchanski, qui lui aussi est chercheur au CNRS et qui, au départ, a beaucoup travaillé sur les camps d'internement en France, de 38 à 46, ça ouvre un petit peu le spectre. Et puis qui s'est également intéressé au début de sa carrière aux internés, aux immigrés de la Moye. Et puis ensuite, il a rédigé de très nombreux ouvrages. Je veux citer notamment un ouvrage sur les tziganes en France de 1939 à 1946. Et puis les années noires. Et désormais, Denis Péchanski, lui, s'intéresse, comme tous, mais enfin plus particulièrement, à la mémoire. Bon, il y a eu notamment un livre d'entretien avec Boris Cyrulnik sur le sujet, mais d'autres livres aussi sur la mémoire et d'autres recherches. Denis Péchanski, votre témoignage. Mon témoignage. Je travaille sur la mémoire. Ça n'est pas un hasard. Je suis strictement dans l'incapacité de vous dire exactement dans quelles conditions j'ai rencontré Serge. Ce sera ma contribution essentielle à cette soirée. Je posais la question de la relance de la revue, du CDJC. Donc, pour l'anecdote, on monte un projet et sur la revue d'histoire de la Shoah. Bon. Je me souviens bien parce que c'est allé très loin. On a commencé à construire un projet de comité éditorial. Je lui ai proposé un certain nombre de noms. Donc ça monte tous les échelons. Ça semblait déboucher. Puis, paf, le dernier échelon. On n'a pas droit à la revue d'histoire de la Shoah. La raison, à l'époque, c'est que j'avais mis dans le comité éditorial des noms de Goy. Voilà. Grave erreur. On est bien d'accord. Étape suivante, 1990, c'est bien le colloque des 50 ans hein, du statut des Juifs, au Sénat, je crois, avec Robert Badinter. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois mon Jean-Pierre Azéma à la tribune. Je lui dis, Serge, on prend des goy maintenant. Il me dit, Azéma, c'est juif. Je lui dis, écoute, on connaît un peu l'histoire de Jean-Pierre et de sa famille, c'est un peu compliqué quand même à avancer comme hypothèse, mais ça sera original, donc ça sera l'objet d'un prochain bouquin. Et puis, justement parce que j'étais dans une situation un peu particulière dans la communauté scientifique, c'est-à-dire que je faisais partie de ces historiens qui... pour lesquels ça ne posait pas de problème de travailler avec Serge et que cette reconnaissance académique me semblait naturelle.
Donc je me suis retrouvé à un moment donné, dans la suite de 90, avec l'affaire du fichier juif, en situation d'intermédiaire que tu racontes dans tes mémoires, quand il y a eu tout un mouvement sur il faut que le fichier juif revienne au mémorial, enfin au CDJC puis mémorial, poussé par les associations, et que les archivistes disent attendez, ça c'est pas une histoire juive, c'est une histoire de la nation française, et que donc nous devons aussi assumer cette histoire, et ça doit rester aux archives nationales. Grave conflit évidemment, un peu compliqué, et c'est là que j'ai servi un peu d'intermédiaire, puisqu'il s'avère que je connaissais bien Jean Favier, qui était le directeur général des archives de France, que je connaissais Serge, donc on s'est retrouvé dans le bureau de Favier à un moment donné pour savoir quelle solution trouver. Vous savez quelle solution a été trouvée, ça restait propriété Archives nationales mais en dépôt au CDJC, enfin une solution radicale socialiste comme je les aimais beaucoup et comme je continue à beaucoup les apprécier. Donc voilà, c'est cette configuration-là. Je reviendrai après sur la question du rapport entre historiens, avocats et voilà, militants de la mémoire, parce que c'est encore une autre thématique. Mais ça doit être à peu près. Mais Serge, si tu as une date plus précise, tu me diras. Mais enfin bon, tu as rencontré tellement de monde. La mémoire va nous voilà. revenir. Mais je me souviens qu'à un moment donné, tu m'as refilé le procès des gendarmes de Drancy, qui m'a été fort utile pour ma thèse d'État sur les camps. Merci Denis. C'est pas vous faire injure à tous qui venaient de prendre la parole. Vous êtes d'une certaine génération comme moi, hein. Et il y a, j'allais dire sur ce plateau, derrière cette enfilade impressionnante de bureaux, il y a une génération un peu plus jeune d'historiens. Tal Brutman, vous en faites partie. Vous avez au début beaucoup travaillé à Grenoble, dans l'Isère, dans les archives du département de l'Isère, évidemment sur la Shoah, pour voir ce qu'il en était de ce travail. Et du reste, je crois que Annette Wiewiórka vous a un petit peu épaulé pour votre premier travail, en tout cas préfacé un livre. Pas du tout. D'accord. Un livre sur la logique des bourreaux, et puis actuellement, puis vous avez beaucoup aussi travaillé sur l'antisémitisme en France, sur la France anti-juive de 1936, et actuellement vous enquêtez beaucoup, vous travaillez sur votre champ de recherche, c'est Auschwitz, ce qui vous donne l'occasion, d'après ce que j'ai compris, d'aller beaucoup à Washington, à Jérusalem, éventuellement à Moscou, mais c'est moins facile pour travailler sur les archives. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre rencontre avec Serge Klarsfeld, historien? Alors, j'ai essayé d'être synthétique. Je me rappelle très bien de la première fois où j'ai entendu parler de Serge Klarsfeld, assez étonnamment, pas entendu parler, en fait lu. J'ai une jeunesse en partie israélienne, et à Haïfa se trouvait une librairie française où en 83 trônait Vichy Auschwitz dans la devanture devant laquelle je me trouvais régulièrement pour aller acheter les journaux pour mes parents en français. Et donc ce bouquin, il est resté vraiment gravé visuellement en mémoire pendant très longtemps. Donc je sais exactement l'endroit et le moment où j'ai entendu parler de Serge Klarsfeld pour la première fois. Et puis en 98, donc il y a 20 ans, c'est l'anniversaire, je me suis lancé dans une maîtrise où je voulais étudier le fonctionnement de la SIPO-SD, c'est-à-dire la police allemande à Grenoble. Il n'y avait pas d'archives, et je m'étais dit que le seul moyen de comprendre comment les Allemands avaient opéré, c'était de retrouver la trace des Juifs qui avaient été arrêtés, pour ensuite essayer de mettre à plat toutes les informations qu'on pouvait cumuler à leur sujet. Je suis monté à Paris pour aller aux Archives nationales, et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert l'annuaire, puisqu'à l'époque Internet balbutiait. Il fallait passer par l'annuaire, j'ai cherché l'adresse de Serge Klarsfeld, j'ai pas appelé, je me suis présenté directement, j'ai sonné, c'est Serge qui m'a ouvert la porte. Et je lui ai expliqué ce que je voulais faire, il m'a donné tous les documents dont j'avais besoin, notamment quelque chose qui à l'époque n'était pas encore facile d'accès, qui étaient les listes des cahiers d'enregistrement à Drancy, autrement dit les noms de toutes les personnes et leur lieu de provenance. Donc grâce à Serge, j'ai eu l'ensemble des Juifs qui avaient été arrêtés à Grenoble
entre 43 et 44. Donc, sans rien enlever à ce que joue Annette Vievorka, en ce qui concerne ce travail-là, je le dois avant tout à Serge Klarsfeld qui m'a donné les archives à partir desquelles j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, qui ensuite est devenu mon premier bouquin. Mais en fait, enfin, comme pardonnez-moi de vous interrompre, mais en fait, vous arrivez, vous demandez, et Serge Klarsfeld vous donne. Ah non, j'arrive, je sonne à la porte, Serge Klarsfeld m'ouvre, je me présente, je suis personne, ça n'a pas changé depuis, mais il n'a jamais entendu parler de moi, j'ai pas pris rendez-vous, c'est lui qui m'ouvre, je lui explique pourquoi je viens, d'où je viens, enfin c'est-à-dire de Grenoble. Il me consacre 1 heure dans son bureau, il va chercher les documents, et puis voilà. Et en plus, il s'avère, et ça montre aussi qui est Serge Klarsfeld, que pendant cette recherche, je suis tombé sur un élément historique intéressant qui, à l'époque, avait un autre intérêt, parce que c'était le moment où commençait le procès par contumace contre Aloïs Brunner, et j'ai découvert un fait qui avait totalement échappé jusque-là, parce que je suis tombé sur le bon document d'archives, que Aloïs Brunner avait opéré pendant 2 mois à Grenoble. Et je l'ai appris à Serge Klarsfeld, et en 2002 ou 2003, il y a la réédition de Vichy Auschwitz et du calendrier, et Serge me crédite de cette découverte-là, alors qu'il me devait strictement rien. Donc ça montre aussi qui est Serge Klarsfeld, non seulement il aide les gens, mais il reconnaît aussi leurs travaux, et depuis on ne s'est jamais quitté, ni intellectuellement, ni physiquement, et comme vous venez de le dire, ça fait depuis 4 ans que je travaille avec des Allemands sur un projet particulier sur Auschwitz, entre autres, qui est l'analyse de l'album d'Auschwitz, autrement dit album de Lily Jacob. Cet album-là, qui ne concerne absolument pas la France, on ne l'aurait pas sans Serge Klarsfeld, puisque c'est Serge Klarsfeld qui l'a retrouvé, qui l'a récupéré, qui l'a fait remettre à Yad Vashem. Donc en fait, qu'on travaille sur la France ou sur d'autres territoires concernés par la Shoah, on retombe toujours à un moment ou à un autre sur Serge Klarsfeld. Merci Tal Brutman. Alors je vais donner la parole à Alexandre Doulu, alors qui lui n'est pas du département de l'Isère, qui a beaucoup travaillé au début sur son département ou sur le département du Lot-et-Garonne, et qui a, je crois que c'est votre premier livre que vous avez publié en 1945, les rescapés juifs d'Auschwitz qui témoignent, avec, alors vous allez m'éclairer, c'est un livre que vous avez publié avec Serge Klarsfeld et l'historienne Sandrine Labo, qui est au premier rang avec nous. Et puis vous avez également travaillé sur le camp de Rivesaltes. À votre tour de nous préciser un petit peu les circonstances de votre rencontre. Elles sont un peu les mêmes que celles que Tal vient de raconter, et d'autres personnes pourraient les raconter aussi de la France entière. J'ai amené 2 ou 3 courriers que Serge nous a envoyés, je ne vais pas tous les lire. Le premier qui nous a marqué le 7 octobre 2006. Cher monsieur Doulut, je suis désolé, je retrouve votre lettre du 22 juillet et je ne pense pas y avoir répondu. Oui, un archiviste du ministère de l'Intérieur m'avait communiqué cette note de la DST il y a 1 an environ, et j'ai été heureux d'en prendre connaissance et d'apprendre quelques détails qui m'étaient ignorés. J'ai lu le livre de Madame Vielcasa sur le Lot-et-Garonne. J'ai justement regretté que les déportations n'évoquent pas individuellement les victimes. J'étais moi-même allé à Agen aux archives départementales y faire des recherches sur les déportés, surtout ceux de septembre 42. Bien entendu, je suis prêt à vous communiquer les photos des enfants partis sur le Lot-et-Garonne. De mon côté, je publie une nouvelle édition du mémorial de la déportation en 8 tomes. Le 1 est sous presse. Le tome 3 comportera les convois de zone libre. J'attends donc votre liste et m'efforcerai de la compléter le cas échéant. Donnez-moi la liste des photos dont vous avez besoin. Alors, entre-temps, Sandrine et moi avons envoyé à Serge, après quelques mois de boulot, les premières ébauches de ce qu'on allait réaliser dans ce bouquin, à savoir une sorte de mini-biographie, si possible, pour tous les déportés de chez nous, qu'on avait, on l'espère, tous identifiés, auquel était joint une photo et éventuellement un document. Donc on envoie 3 ou 4 prémices de ce qu'allait être le bouquin. Donc 1er octobre 2008, cher Alexandre, je vais bien, bon je vous passe d'autres détails. Les notices que vous avez rédigées sont excellentes, j'espère que vous finirez bientôt. Je passe. Le choix des documents est excellent, j'apprécie beaucoup le fait qu'il n'y ait pas d'erreur historique dans votre texte. Rien à corriger, tout bon. Alors si je lis ça, c'est pas évidemment pour me la raconter. C'est juste, c'est cette dernière phrase,
rien à corriger, tout bon, qui nous a marqué, parce que voilà quelqu'un qui était au sommet de ce qu'on pouvait nous espérer faire un jour. Hein. Et comme Tal, tu l'as dit si bien, c'est quelqu'un qui vous parle avec, s'il juge votre travail digne, c'est quelqu'un qui est capable de vous parler, qui que vous soyez, que vous ayez un titre ou pas, que vous soyez une femme ou un homme, c'est quelqu'un qui ne vous juge que parce que vous faites et qui tente de vous le dire dans des mots simples pour dédramatiser l'enjeu qui était le nôtre. Voilà. Bon, j'aurais plein de trucs à dire aussi. Mais... Merci Alexandre Doulu. Moi, ce qui me frappe dans tout ce que vous venez de dire, bon, je l'ai déjà un petit peu indiqué, peut-être un peu trop lourdement, mais c'est les deux générations. Hein. Il y a une génération plus si jeune que ça, mais enfin, disons une génération un peu plus jeune. Cette génération un peu plus jeune a eu un rapport différent, beaucoup plus direct avec Serge Klarsfeld. Mais alors, à titre personnel, il y a Serge va m'aider ou Henri à mes côtés. Moi, ce qui m'avait profondément marqué, et je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, et je sais pourtant que je l'ai conservé. Il y a eu un numéro, je crois que c'était dans la revue Esprit, une table ronde d'historiens, ou dans Critique, dans Esprit, alors je ne me rappelle plus du tout en quelle année, où il y a eu une table ronde, et je suis presque sûr que Henri Rousseau et Serge Klarsfeld, j'en suis sûr, y participaient, et Éric Conan. Voilà. C'était après 1994, au moment où on a sorti notre livre. Donc en 1994, et là, pourquoi je cite cet entretien, qui était un long entretien croisé, donc à plusieurs, dans la revue Esprit, c'est que je pense... Tu dis 94 ? Oui. Je pense que c'est une année un peu de bascule, ou en tout cas une période début des années 90, où effectivement Serge Klarsfeld, qui a souvent et longtemps, à juste titre, puisque c'est ce qu'il était, perçu comme un avocat un peu particulier, comme l'a souligné Henri Rousseau, qui était engagé dans un combat tout à la fois politique, juridique, essentiel pour la mémoire des Juifs persécutés durant l'occupation, qui tout à coup devient effectivement en plus un historien, et un historien reconnu et admis. Parce que Henri Rousseau, je crois, l'a très justement décrit au début. Il y a eu de la part des historiens officiels pendant quelques années, professionnels, j'ai dit officiels. Oh, quel impair, quel impair. Et donc il y a eu effectivement quelques années où les uns et les autres se regardaient en se demandant mais qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il n'apporte pas. Et puis cette période a été dépassée et Henri Rousseau l'a raconté. Alors durant cette période, j'aimerais qu'on y revienne tous et que vous apportiez un peu votre point de vue sur cette question. Serge Klarsfeld a notamment publié le Mémorial, qui a été un immense travail, non pas simplement parce qu'il s'agit de rassembler tous les convois et ensuite d'arriver à restituer toutes les personnes qui ont été déportées et leur destin, à savoir établir de manière extrêmement scientifique, avec le plus de rigueur possible, les noms, les prénoms, les matricules, les dates de naissance, et puis progressivement raconter l'histoire des familles, et puis ensuite raconter l'histoire des enfants. Et à chaque fois donc ce mémorial, et ensuite le mémorial des enfants juifs déportés. Et j'aimerais que les uns et les autres, peut-être Annette, pour commencer, vous racontiez vous nous expliquiez et vous analysiez ce que ça a apporté à la recherche. Annette, si vous voulez bien. Si vous voulez, on est combien? On est 5 différents. Moi, j'ai pas eu un itinéraire académique très très classique, hein. Et j'ai fait des livres avant de faire tardivement, j'aime bien dire à un âge canonique au sens propre du terme, une thèse, et d'entrer pour la deuxième partie de ma vie professionnelle au CNRS. Donc le mémorial, il
faut se rappeler le choc que ça a été. Les listes, elles existaient. Je me souviens d'une discussion avec Georges Wellers, qui a été un des piliers du CDJC, qui me disait, nous on n'a pas voulu, parce qu'il ne faut pas croire, bon là, Serge a tous les honneurs, mais il ne faut pas croire qu'il a été bien accueilli par tout le monde, tout le temps. Et il dit, le CDJC, nous on n'en voulait pas. Et Georges Wellers me disait, nous on n'avait pas compris ce qu'était la Yiddische-Gasse, la rue juive. C'est-à-dire que le CDJC n'avait pas compris que ce mémorial, répondait finalement à un besoin qui était celui de ceux qui ne savaient rien sur le destin de leur famille. Moi, je me souviens, mes parents avec le mémorial, mon père découvrant dans le mémorial le convoi de ses parents, de ses sœurs, et ça a été, ça a été une émotion considérable. Jean Kelevitch a écrit des très belles pages sur cela. Donc, on est ici dans un travail d'histoire parce que il y a la fiabilité de la source, de l'archive. C'est-à-dire qu'il y a... l'histoire, c'est une discipline cumulative. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais tout seul. On travaille à partir de ce que les autres ont fait et on essaye d'apporter une petite pierre en plus. Avec les travaux de Serge, on est tranquille. C'est-à-dire que quand vous prenez le calendrier, vous savez qu'il ne va pas vous induire en erreur. Donc il y a eu ça. Alors, est-ce que le mémorial est un travail d'histoire? Oui, bien évidemment. J'ai essayé de réfléchir à quelle lignée on pouvait, dans quelle lignée d'historiens on pouvait inscrire Serge. Incontestablement dans les historiens qui ont existé avant, et avant ici, hein, et je pense notamment à Joseph Billig, qui a quand même été un des grands historiens relativement oubliés. Mais je pensais aussi au travail qu'avaient fait les historiens du YIVO avec cette obsession de ce qu'on appelait en yiddish, pareil en allemand, le Sammlung, les Sammlers. On rassemble tout. Et c'est dans cette catégorie-là que je mettrais aussi Serge, c'est-à-dire dans ces historiens qui rassemblent les sources et qui, à partir de ces sources, écrivent l'histoire. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, le premier livre vraiment d'histoire, c'est le livre des otages. Et alors, je voudrais redire quand même un tout petit quelque chose, c'est la façon dont ce champ n'existait pratiquement pas. C'est-à-dire, dans les années 70-80, on se comptait sur les doigts de la main les gens qui travaillaient sur ces questions-là. Aujourd'hui, Henri l'a dit tout à l'heure, quand il y a un truc au mémorial, il y a des dizaines et des dizaines d'historiens. C'est-à-dire qu'il y a eu les pionniers, ceux du CDJC, essentiellement Poliakov, Billig peut-être plus d'ailleurs comme historien, et puis Serge, tout seul, et puis après, quelques-uns de ceux nés, alors je ne vais pas faire l'insulte à mes collègues qui sont beaucoup plus jeunes que moi, Henri Rousseau et Denis Péchanski, mais on appartient quand même après la même génération, disons les baby-boomers, la fin du baby-boom. Et puis maintenant, il y a une nouvelle génération qui est par rapport à cette histoire tout à fait dans une situation différente. D'abord, toutes les archives sont ouvertes, ce qui n'était pas le cas au moment où Serge était la ressource. Le CDJC, Serge, il y a quand même des archives ici. Et aussi une bibliothèque entière sur ces questions. Donc je pense que les générations, elles jouent aussi comme ça. Mais la remarque que je me faisais en réfléchissant, je me disais qu'à lui tout seul, il a fait faire autant que 10 labos du CNRS. C'est-à-dire que... alors c'est très inquiétant pour le CNRS. Voilà, bon. Il a fait à lui tout seul une œuvre considérable et une œuvre que j'appellerais une œuvre durable, hein, un développement durable, parce que il y a toujours le souci de l'archive et le souci de l'exactitude. C'est ça qui le guide. Et
avec quelque chose de très particulier, qui est en fait une sorte de fusion entre trois choses qui sont quand même de nature normalement différente. Le souvenir, on se souvient de ceux qui sont morts, et c'est le mémorial, et c'est le mur, et c'est les plaques innombrables qu'il a posées, les enfants dans les écoles. Donc il y a cette œuvre-là qui est une œuvre de souvenir, une œuvre de mémoire, et il a rapproché la mémoire de l'histoire. C'est-à-dire que nous, quand on travaille, quand on est historien de la mémoire, on montre très bien comment la mémoire se détache de l'histoire. Et lui rassemble le tout, c'est-à-dire le souvenir des morts, les noms surtout, la mémoire, et notamment par les procès, et l'histoire par ce souci d'exactitude et par cette importance qu'il donne à la source. Et j'ai envie de rajouter juste quelque chose, parce que c'est déjà visible dans le mémorial, et je me sens un peu héritière de cela, le souci du témoin. Le souci du témoin, parce que quand vous lisez les pages après, alors j'arrête. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors peut-être pour un mot sur le CNRS quand même, que j'ai bassement attaqué et qui ne le mérite certainement pas. Henri Rousseau, quel est effectivement votre regard sur le mémorial? Mais j'ajouterais aussi, et ne m'en veuillez pas, mais j'ai oublié de le signaler, aussi sur le Vichy-Auschwitz de Serge Klarsfeld, qui sont ces deux volumes parus aux éditions Fayard, et qui sont peut-être, en tout cas du point de vue de Serge Klarsfeld, son vrai travail de synthèse d'historien, qui apporte sa vision de ce qu'a été Vichy et sous l'occupation, la persécution des Juifs. Oui, alors il y a plusieurs questions en une, et c'est difficile de résumer en quelques phrases quand même une évolution historiographique quand même quasi exponentielle. Enfin, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Annette. On a commencé à peu près au même moment. Donc, on a commencé non pas dans un désert, mais on était quand même assez peu nombreux. Le lieu, je l'ai déjà dit tout à l'heure, où on venait, c'était le CDJC. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait ma maîtrise en 75. J'ai frappé à la porte des archives, c'était inutile. Donc le centre de documentation juive contemporaine, qui est aujourd'hui incorporé au mémorial, et donc qui est cette institution qui est née dans la clandestinité, enfin, voilà, que vous connaissez. Et donc, qu'est-ce que c'était le CJC? C'était d'abord un lieu de ressources fondamental, bibliothèque, enfin, je ne vais pas répéter. C'était effectivement des historiens. D'ailleurs, je l'ai connu, j'ai beaucoup parlé avec lui. C'était quelqu'un avec qui qui recevait les chercheurs. Et puis, il y avait un mouvement qui était en train de monter en puissance, qui était autour de la question de la mémoire. Ce n'est pas simplement d'avoir des ressources. Les ressources, ça ne sert pas uniquement à écrire de l'histoire, ça peut servir à tas d'autres choses. Et c'est ça où l'apport, à mon avis, de Serge est important. Mais je voudrais quand même juste tenir un petit peu le fil historiographique. D'abord, il n'y a pas que Serge et le CDJC. Il y a d'autres personnes et d'autres grands historiens qui travaillent sur le sujet. 1981, Vichy et les Juifs, Robert Paxton, Michael Marès, qui a été quand même un événement historiographique. Alors, encore une fois, je fais un blanc sur la partie allemande. Hein. Voilà, on parle de la France. On a très peu mentionné le nom de Béat. Enfin, dès lors qu'on s'intéresse un peu à l'action de Serge, on ne peut pas la dissocier de celle de Béat, dont j'y reviendrai pour un ou deux points. Mais surtout, ce qui me paraît important dans la question que tu as posée, c'est que 83, l'extradition de Barbie. Le procès Barbie, ce procès d'un Allemand, très bien. Et puis, il y a le fil que va suivre Serge avec Béat, qui est la question des complicités françaises. D'où Le Guet, d'où Bousquet. Et accessoirement Touvier. Touvier, ça vient d'un autre bord, peu importe. Et donc, on va arriver à cette situation du début des années 90. Je vais juste rappeler pour mémoire, 1992, polémique sur le fichier, mais surtout, et polémique sur la question du Veldiv, qui va déboucher en 1993 sur la première commémoration, ce que j'appelle une commémoration négative sur les crimes de l'État français, c'est 93. C'est ensuite 94 le procès Touvier, premier procès d'un Français pour crime contre l'humanité, et à chaque fois, jusqu'à
Alors, c'est la préhistoire, en fait, du discours de Chirac, que vous avez tous en tête, bien sûr, dans lequel Serge aussi a joué un rôle considérable. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une concentration sur la question de Vichy dans le débat public français. Le Monde y consacre un article, des discussions qu'on a eues, et quasiment tous les jours. Enfin, je veux dire, il y a une sorte d'obsession autour de cette question-là. Et Serge apparaît comme la figure centrale. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a mis en scène les documents du CDJC. Il a été, c'est l'apport par rapport à d'autres historiens qui ont travaillé avant lui. C'est il leur a donné une perspective. Vichy-Auschwitz, c'est un livre majeur, mais c'est aussi un livre qui est orienté. Pardonne-moi Serge, c'est pas une critique d'historien, mais il est orienté parce qu'il a un objectif. Il se veut le début du dossier qui va être monté sur les Français. Alors essentiellement Bousquet. Alors après, on peut discuter sur les choses les interprétations. Bon là, on entre dans des cuisines historiographiques qui ne sont pas intéressantes à mon avis ce soir. Donc, mais surtout, non seulement il est celui qui va donner un sens à ces documents autour de la question de la France, ce que n'avaient pas fait à ce point-là les historiens du CDJC. Ils l'avaient fait autrement. Encore une fois, je ne suis pas dans la critique. Et surtout, il va être un acteur majeur. Alors bien sûr, c'est Arnaud Klarsfeld qui va plaider au procès Touvet et ensuite au procès Papon. Mais Serge était là, je l'ai vu tous les jours. Il y avait une stratégie, il y avait une discussion, il y avait une présence. Et donc voilà, dans ce moment qui est le moment fondamental où la France va, l'interprétation officielle pour le coup. Quand je dis officielle, c'est pas injurieux. Officielle, c'est porté par les pouvoirs publics, c'est porté par l'État, c'est porté par Chirac, c'est porté par des commémorations. C'est à ce moment-là que ça bascule. Et évidemment, cette histoire-là, ce moment de basculement, est, à mon sens, et d'un point de vue presque objectif d'historien, est totalement lié à la figure de Serge. Il est au centre de ça. J'ai oublié Isieux, j'ai oublié tout. Enfin, il y en a quantité de ces affaires-là. Et ce qui me paraît intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est comment non seulement il propose une interprétation qui est orientée par l'objectif militant, on va dire, mais qu'il va réussir à changer une politique, une perspective à l'échelon national. Ça, c'est la grande question que j'ai toujours eue sur l'action de Serge. Pas sur lui individuellement, mais sur son action, sur l'action de Beat et de Serge. Comment la représentation de pays tout entiers, l'Allemagne et la France, ont pu, en partie avec d'autres aussi, bien sûr, ils ne sont pas les seuls, basculer à cause d'une action qui au départ semblait vouée à l'échec. Disons-le, moi quand je commence à travailler sur la mémoire de Vichy au début des années 80, imaginez qu'il puisse y avoir un procès d'un Français non, pour crime contre l'humanité est tout simplement impensable. C'est hors de notre... en tous les cas, de mon champ de compréhension. Or, en 10 ans, non seulement ça a été rendu possible, mais ça a changé complètement l'interprétation et la vision de l'histoire de France. Je dirais, alors, avant de passer la parole à Denis Péchanski, que dans ce fameux entretien dont Henri Rousseau me dit qu'il est de 94 dans la revue Esprit, ce qui m'avait fasciné de la part de Serge, c'est qu'effectivement, on sentait qu'il y avait une vraie réflexion avec Beat sur ce qu'ils entendaient faire, et il expliquait de manière lumineuse que leur action depuis le début, que d'abord, l'enjeu, c'était de faire juger les criminels allemands qui avaient opéré en France, Lischka, Hagen, Oberg, et qu'ensuite, il s'était, une fois cette tâche et cette mission accomplie, il y avait eu le passage à la France et le passage par également la recherche historique et l'établissement de preuves et la rédaction de Vichy à Auschwitz. Denis Péchanski. Je vais m'arrêter sur ce moment qui me semble un moment central, qui est entre 81 et 85, depuis la publication de Vichy et les Juifs de Marius et Paxton, jusqu'à ce double bouquin, Vichy et Auschwitz de 83-85. Alors, on peut en tirer plusieurs leçons, me semble-t-il, très intéressantes, à la fois sur l'histoire et sur la mémoire. On dit souvent le tournant des années 70, centralité de la figure de la victime juive dans la mémoire collective des Français, centralité de Vichy. Non. Au moment où les bouquins de Serge paraissent, en particulier en 83-85, on n'en est même pas encore là. Donc on a quelque chose qui est en train de se construire
une sorte de ce que j'appellerais régime de mémorialité ou régime mémoriel, où la centralité la double centralité et de Vichy et de la victime juive est en train de se construire et va s'affirmer, je dirais, entre la fin des années 80 et le début des années 90. Et là va devenir vraiment une figure structurante de la mémoire collective des Français de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est donc, première leçon sur la chronologie, la deuxième sur le mécanisme qui a joué. Parce que pour d'autres phénomènes, on voit que l'État joue un rôle central et initiateur, alors même que là, ce changement mémoriel vient de la société civile. J'entends au sens large, voilà, les auteurs de films, les auteurs d'ouvrages historiques, les auteurs d'ouvrages de plus large, de plus grand public, la télé, etc. Enfin bon, les cinémas. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se construire là et qui naît de la société civile et qui ensuite va être relayé par l'État. Donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant comme mécanisme mémoriel à prendre en compte. La troisième remarque est d'ordre historique, pour rebondir sur ce que dit Henri, sur ce qu'il y avait dans ce double bouquin qui, moi, était vraiment à jouer un rôle central, beaucoup plus que le mémorial, qui avait une charge émotionnelle forte, même si je vois très bien l'importance que ça peut avoir, hein, c'est pas le problème. Mais dans mon travail d'historien, c'est le double volume qui va être crucial, surtout quand on travaille sur les camps d'internement, bien entendu. Alors, ce qui m'intéresse dans l'affaire, à faire remarquer ici, c'est à la fois l'importance dans l'historiographie de ces deux ouvrages. Là, je me recentre sur la question scientifique et historiographique. La deuxième remarque, c'est que justement, parce que Serge est aussi avocat et militant de la mémoire, ou entrepreneur de mémoire, comme on dit dans notre jargon, son travail historique se fait aussi au nom d'un combat judiciaire et mémoriel. Et donc, on va remarquer quoi? La centralité de la personne de Bousquet, Le Gay et autres, mais enfin surtout Bousquet, dans la nouvelle écriture de l'histoire de Vichy qu'il propose. Alors ça a des conséquences doubles. Une qui peut être discutée, c'est que parce qu'il est en jeu le procès de Bousquet pour crime contre l'humanité, Laval, qui a tout de même petite responsabilité un petit peu au-dessus du bonhomme Bousquet, a une place, certes, dans le double volume, mais on voit bien que cette place-là n'est pas centrale, et que la place centrale de ces deux volumes, c'est Bousquet, pour des raisons qui sont à la fois historiques, mémorielles, judiciaires. Historique aussi, compte tenu du rôle de Bousquet, bien entendu. Mais cette hiérarchie entre Bousquet et Laval est très intéressante à prendre en compte. Et ça a un effet mémoriel fondamental, c'est qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît dans la mémoire collective, qui était totalement absent jusqu'à ce moment-là, c'est la figure du haut fonctionnaire. Et on le voit très bien dans les sondages qui sortent dans toute cette période-là. Avant, on parlait de Pétain, on parlait... Enfin bon, voilà, on avait toute la grille traditionnelle. On parlait absolument pas du rôle de la haute fonction publique. Et là, il y a un nouveau personnage qui émerge dans ce régime mémoriel, c'est la figure du haut fonctionnaire. Donc on voit comment, par ce double contexte et historiographique et judiciaire, il y a un effet mémoriel qui est une complexification, d'une certaine façon, de la vision qu'on peut avoir du régime par l'apparition d'un nouveau personnage crucial dans le jugement que les Français ont sur le régime de Vichy. Merci Denis Péchanski. On va peut-être faire réagir Alexandre Doulu et Tal Brutman sur ce dernier aspect du reste, parce que j'imagine que dans vos recherches, que ce soit
dans le département de l'Isère ou dans le Lot-et-Garonne, vous êtes forcément heurté, après avoir lu Serge Klarsfeld, à cette figure du haut fonctionnaire, Tal Brutmann. Je vais juste faire un aparté très rapidement à propos du mémorial, parce que le mémorial a un rôle double, et il faut insister là-dessus. Ça a été un cénotaphe, ça a été rappelé, parce que ça a constitué pour des dizaines de milliers de personnes vraiment une tombe symbolique, la trace de la disparition. Mais moi, je suis d'une génération après où l'objet ne représentait plus seulement cela, mais aussi une mine historique au sens propre. C'était avant Internet, et j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, si vous cherchez quelqu'un, vous avez toutes les bases, Yad Vashem ou le mémorial de la Shoah, vous tapez le nom et vous trouvez. À l'époque, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, et c'est le seul moyen justement de travailler pour non seulement identifier les gens, mais comprendre comment ils ont été arrêtés. C'est une source phénoménale. Mais en plus, il y a quelque chose, il y a plusieurs choses très importantes avec ce mémorial. D'abord, la plupart des gens, y compris les historiens, n'ont pas compris une chose qui n'a pas échappé à Serge, et qui est, je pense, propre à la France, mais en France, on confond la déportation avec le bilan de la Shoah. En gros, la Shoah en France, c'est 75 000 déportés. Sauf que si vous lisez le mémorial jusqu'au bout, il n'y a pas que les déportés. Il y a les gens qui sont morts dans les camps d'internement, qui sont des victimes de la Shoah, et il y a les Juifs qui ont été exécutés en France, qui sont aussi des victimes de la Shoah. Donc le bilan, il est plus important. Serge, avec des moyens dérisoires, à la fin des années 70, avait commencé à rassembler cela, et ça n'a jamais été poussé pendant quasiment 3 décennies. Cette question-là n'a pas été poussée, notamment celle des exécutions sommaires. Celles du Mont Valérien ont été étudiées, mais en 1944, il y a une explosion de violences anti-juives en France qui font qu'on relève des centaines de cadavres à travers tout le territoire français. Donc ça vous montre aussi que dans le travail de Serge, il y a des choses qui n'ont pas été comprises et pas prises en compte. Et il y a un autre élément qui est très intéressant et qui vous montre aussi comment le mémorial irrigue jusqu'à aujourd'hui, y compris mémoriellement, c'est qu'à ma connaissance, ça doit être le premier mémorial en tant que somme des noms des gens qui ont été déportés. Je crois que la Belgique en a fait un ensuite, quelques années plus tard. Mais si vous allez aujourd'hui à Auschwitz, le pavillon fait par Yad Vashem qui est consacré au sort des Juifs en Europe dans leur globalité, consacre une pièce entière à l'ensemble des noms. Vous avez un immense mémorial. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir là la reprise de l'idée de ce qu'est le mémorial des déportés juifs de France, fait par Serge Klarsfeld, dont aujourd'hui quasiment plus personne, hormis les gens qui ont eu le livre en main, n'a idée. Aujourd'hui, vous venez ici, vous cherchez un déporté, et on vous le sort informatiquement. Maintenant, pour en revenir à la fonction publique, évidemment que cette question-là, de manière intéressante, elle a été abordée par les premiers historiens du CDJC, par exemple Joseph Weil, qui avait travaillé sur les camps d'internement de Vichy. Elle a totalement été évacuée jusqu'à ce que Paxton s'intéresse à Vichy, et ensuite que Serge s'attaque frontalement à la question de la haute fonction publique. Moi, à contrario, j'ai travaillé sur la petite fonction publique, et je me suis intéressé au travail des fonctionnaires sous Vichy, et notamment la mise en œuvre de la législation antisémite, en me plongeant dans des archives qui sont, d'une certaine façon, très largement celles que Serge a exploitées pour le calendrier, et que j'ai élargi pour des raisons de nécessité d'études. Non, mais en fait, je n'ai fait que passer après ce qui avait été fait pour le calendrier de la déportation, et pour mettre au jour le fonctionnement des rouages administratifs qui justement ont permis de la mise en œuvre de la solution finale vraiment au plus près du terrain. Mais en cela, je ne suis pas le seul. Alexandre a fait la même chose. Et en fait, on est toute une génération, on va dire, d'ex-jeunes, puisqu'on a été cloué au pilori. Involontairement et maladroitement. De fin de trentenaire, début de quarantenaire, qui nous intéressons en fait à réinvestir dans l'histoire de la Shoah en France, la micro-histoire qui a été apportée par d'autres historiens, d'autres périodes. Et en fait, aujourd'hui, on doit être une quinzaine ou une vingtaine à utiliser ces méthodes-là, en s'appuyant notamment sur les travaux de Serge Klarsfeld. D'accord. Alors, je vais donner la parole à Alexandre Doulu, et puis peut-être qu'ensuite, on marquera une toute petite pause, si j'ose dire, parce que Serge a été très patient, il n'a pas pris la parole. Je ne lui ai pas donné la parole avec une impolitesse incroyable. Alors, ce sera peut-être une première conclusion ensuite de Serge Klarsfeld. Alexandre. Il se trouve que il y a quelques années, Serge nous a fait livrer chez nous une quinzaine de cartons, de gros cartons de déménagement avec une partie des archives qu'il avait regroupées sur ses recherches dans les départements. Et du coup, on a pu, avec Sandrine,
voir comment il travaillait lors de ses déplacements. Donc il y a des dizaines de petits cahiers d'écoliers avec des notes pas toujours lisibles, mais bon, qui sont impressionnantes par leur nombre. Et si je vous dis ça, moi je trouve difficile, pour le connaître de l'intérieur, de dissocier toute la grande histoire, on va dire, sur les rapports effectivement entre les Allemands, le gouvernement de Vichy et les conséquences que ça a sur l'histoire de la Shoah en France. Et la petite histoire, comme tu l'as dit, Tal, à savoir que Serge, il fait l'histoire de la déportation des Juifs, mais il ne peut pas concevoir cette histoire sans l'histoire des déportés juifs. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui s'est imposé, alors peut-être pas parmi les chercheurs, ça, je ne suis pas qualifié pour le dire, mais depuis assez longtemps, je fais des voyages à Auschwitz avec des classes, avec toute une bande d'amis, Olivier Lalieu qui est là, dans le cadre des voyages d'études du mémorial. Et il faut bien voir, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, ça s'est imposé, le fait de raconter l'histoire de la Shoah en France par l'histoire des personnes qui habitaient chez nous, dans des petits bleds, des obscurs villages, qui, oui, ont bien eu des déportés juifs chez eux. Et ça, je crois que c'est né tout naturellement à la fois du calendrier, de Vichy-Auschwitz, peut-être moins, mais évidemment du mémorial de la déportation. Et une chose que je veux aussi souligner, nous, aujourd'hui, je pense qu'on travaille tous avec des ordis, évidemment, des programmes Excel ou autres, des bases de données, des appareils photo avec lesquels on fait des milliers de photos partout où on passe pour pouvoir bosser chez nous. Tous ces instruments, Serge ne les a jamais eus. Et quand on ouvre ces cahiers, enfin, c'est stupéfiant de s'imaginer le travail qu'a pu être. Alors c'est pas pour lui cirer les pompes, il est là, c'est un peu embarrassant, mais c'est vraiment incroyable de voir ce que cet historien a pu faire pendant des années, rien qu'en grattant sur un bout de papier, comme Thucydide le faisait il y a plus de 2000 ans, avec les mêmes méthodes. Comment il est arrivé à la fois à écrire l'histoire de la déportation des Juifs et toujours partout où il passait, à la moindre info sur un déporté, d'écrire sur un bout de papier tel renseignement, et il y a quantité de listes de recensés par exemple en 1941, et il les a tout épluchées ligne après ligne en mettant le numéro du convoi en face ou point d'interrogation, ou choses qui pour nous avec Excel et un ordi sont assez faciles. Ça va, bon, il faut être juste patient, mais ce que lui a fait, c'est, je pense qu'aucun chercheur ne peut, à part lui-même, en parler tout court. Alors, on va donner la parole à Serge Klarsfeld. Il y a aussi un métier d'éditeur, de fabricant de livres. Enfin, je veux dire, le nombre de livres, de fascicules que tu as pu rédiger, publier, éditer, poster, c'est tout à fait impressionnant. Et avant de te laisser le micro, je voudrais dire qu'il y a eu comme champ d'observation, de travail pour toi, la France, mais on oublie souvent, et c'est dommage de mentionner la Roumanie. Tu as travaillé de manière considérable sur la Roumanie, tu as travaillé aussi sur la Belgique, et j'oublie certainement bien des aspects. Mais en tout cas, je te rendais visite une ou deux fois à ton cabinet d'avocat, et à chaque fois, il y avait un autre volume qui sortait et que tu m'offrais. Je suis bien content d'entendre cette discussion de mon vivant et que ce ne soit pas un hommage posthume. Je crois que ce qui ressort, c'est effectivement que j'ai eu beaucoup de volonté, beaucoup de passion, mais cette volonté, cette passion, c'est la légitimité de la cause. Hein. C'est une cause qui était tellement forte, d'abord personnellement, puisque j'ai vécu la Shoah quand même. Je suis un des rares parmi... Enfin, il y a quelques gens âgés, octogénaires, ou déjà qui se souviennent et qui ont vécu aussi. Mais la Gestapo, je sais ce que c'est, je l'ai vu. Et puis, nous avons vécu, ma sœur et moi, dans la clandestinité à Nice pendant des mois avec... Aloïs Brunner, voilà, donc je connais cela, et puis bon, j'ai été frappé par
j'ai mis le temps d'ailleurs à être frappé par l'immensité de ce qui s'était passé, mais je suis revenu à mes sources. Je suis revenu à mes sources, et le jour où je suis revenu à mes sources véritablement, c'est en me rendant à Auschwitz en 1965 et en décidant de me dédier à la mémoire de la Shoah, mais aussi à l'existence d'Israël, puisque je considérais appartenir à une génération exceptionnelle de Juifs qui avaient vu la Shoah, et puis qui avaient vu la renaissance d'un État juif. Et j'ai vu la renaissance d'un État juif quand j'étais isolé dans un collège dans la province, à Châteaudun, et j'étais très malheureux là-bas. Et le seul réconfort que j'avais, c'était de courir clandestinement, parce qu'il fallait sortir du collège pour aller voir ce qui se passait dans les journaux à propos de la guerre d'indépendance. Et donc, ces deux causes m'ont porté. Et avec Beate, Beate a commencé, elle a eu une action historique, elle a lancé, je dirais, l'épuration de la fonction publique en Allemagne avec sa campagne contre le chancelier allemand. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte de ce que les criminels nazis qui avaient déporté les Juifs de France étaient impunis. Donc, nous sommes passés, je dirais, grâce au CDJC, parce que quand, dans sa campagne contre Kissinger, Beate avait étudié ce qui s'était passé, quels étaient les correspondants de Kissinger, qui était un directeur adjoint de la propagande radiophonique hitlérienne, et en France, ce qui se passait. Or, nous sommes tombés sur l'affaire Achenbach, c'est-à-dire nous avons déclenché cette affaire où le chef de la section politique de l'ambassade allemande, qui était la tête pensante de Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne, et donc qui avait joué un rôle dans l'action anti-juive, eh bien, Ernst Achenbach allait être nommé le représentant allemand à la commission de Bruxelles. Et là, ayant vu le rôle d'Achenbach, Beate et moi, on s'est lancé dans cette bataille, on a empêché la nomination, on a fait annuler cette nomination en mobilisant les hommes d'État dans les 6 pays qui formaient alors l'Union européenne. Et puis, on est passé donc au rôle de la Gestapo, à ces criminels nazis. Et ce que je veux dire, c'est que c'est l'action qui m'a poussé à faire de l'histoire. Et comment j'ai commencé à faire de l'histoire? J'ai commencé à faire de l'histoire avec M. Billig. Et avec M. Billig, qui était un grand historien, effectivement, un très grand historien, et qui travaillait au centre de documentation juive. J'ai demandé son aide, et il m'a dit, j'ai pas le temps de travailler, mais faites-moi les dossiers. Alors j'ai fait les dossiers, c'est-à-dire je suis allé chercher les documents dans le mémorial, tout ce qui pouvait concerner ces chefs de la police nazie en France, voir leurs responsabilités, et j'ai constitué les dossiers. Il a fait un travail qui est un essai sur la solution finale en France et sur le rôle de la diplomatie, de Achenbach, etc. Il a fait un très beau travail, et moi j'avais constitué les dossiers, et j'ai continué à faire ce travail. J'ai continué, mais j'avais une connaissance très précise du mécanisme de la solution finale. C'est-à-dire je m'étais donné le temps disponible pour pouvoir savoir ce qui s'était passé en France, et les livres d'histoire ne me convenaient pas, parce que les livres d'histoire étaient le plus souvent écrits par des amateurs qui passaient quelques mois ou quelques semaines pour écrire un livre, et c'était décevant par rapport à ce que moi je découvrais dans les documents. Et les documents, je voulais qu'ils soient, comment dire, accessibles. Je les ai fait traduire.
tous les principaux documents, je les ai fait traduire par des agrégés d'allemand, de façon à avoir comment dire, d'avoir une précision. Et même pour les principaux documents allemands, j'ai fait traduire par 2 agrégés d'allemand différents, de façon à être sûr du contenu des documents. Et j'ai commencé par faire 12 volumes de 500 pages chacun, tous les documents, de les classer par ordre alphabétique. Et pour chaque document, j'ai fait un index avec qui était le rédacteur, qui était le destinataire, qui était le signataire, qui était noté dans le corps du document, qui avait paraphé le document. C'est un travail énorme, effectivement, mais qui est un travail qui m'a permis de savoir, de comprendre peu à peu ce qui s'était passé en France, qui est compliqué. Ce qui s'était passé en France était compliqué. Et puis, j'ai fait le mémorial, mais le mémorial est un travail, je dirais, les listes, le travail que j'ai fait à l'époque, c'était de retrouver les listes. Il y avait celle du CDJC, j'en ai eu au ministère des Anciens Combattants, j'en ai eu à Rolzen, je suis allé au service de recherche du Comité international de la Croix-Rouge, j'en ai trouvé là. J'en ai trouvé également à Yivo, à New York, j'en ai trouvé aussi en Pologne, à Auschwitz. Donc j'ai fait ce travail, mais je n'ai pas considéré que c'était un travail historique. Même, bon, c'était extrêmement intéressant de raconter l'histoire de la constitution de chaque convoi. Je me suis arrêté à l'arrivée à Auschwitz, parce que je ne pouvais pas aller au-delà, mais c'était intéressant de raconter comment avaient été constitués les convois, qui faisaient partie des convois géographiquement, etc. Mais je n'ai pas considéré que c'était un travail véritablement historique d'un historien. Et ensuite, Paxton et Marus ont publié leur ouvrage. Et quand j'ai lu cet ouvrage, j'ai été déçu. Pas par les idées, j'ai trouvé que c'était très bien, les idées, les développements, les commentaires. Mais j'ai constaté qu'ils avaient lu tout ce qui était écrit sur la solution finale. Tous les articles, tous les livres, ils les avaient lus, mais ils n'étaient pas allés au-delà. Pourquoi ils n'étaient pas allés au-delà? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas les archives. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais pratiquement le seul à pouvoir avoir accès aux archives. Déjà, j'avais eu accès aux archives de la justice militaire en 1975, parce que je suis allé voir le directeur de la justice militaire pour constituer les dossiers justement des criminels, et je lui ai dit tout simplement, écoutez, c'est nous qui faisons le travail que vous devriez faire, que devrait faire la France. Barbie, qui va en Bolivie, c'est Béate, moi, etc. Donc, et qui se bat pour que les criminels nazis soient jugés? Il m'a répondu, mais pourquoi vous ne les abattez pas au coin d'un chemin? Voilà ce que me dit un magistrat, directeur de la justice militaire à l'époque. Bon, mais il m'a ouvert les archives de la justice militaire. J'ai donc pu, par rapport aux documents qui se trouvaient ici, qui étaient les seuls accessibles en France, parce que toutes les archives étaient fermées, vraiment clôturées, on peut dire, eh bien, j'ai pu avoir accès à ces archives. Et puis, profitant du retour de Klaus Barbie en France, profitant de ce retour, j'ai obtenu du président de la République, j'ai obtenu l'ouverture, pour moi, des archives de la préfecture de police, et puis les archives de l'Assemblée nationale, des archives nationales, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice, parce que je lui ai dit, il faut que je retrouve le dossier, le Telex d'Isieux. Alors, il m'a donné, parce que Mitterrand, nous avons eu une très grande polémique ensuite, mais au moment de l'affaire Barbie, finalement, grâce à Régis Debray, il nous a aidés puissamment. Eh bien, il m'a donné il a fait téléphoner à tous les responsables que je lui ai désignés, et puis je suis allé aux archives nationales, et M. César, que tu as
peut-être connu, Annette, Monsieur César m'a ouvert tout, il m'a apporté les archives que personne n'avait vues jusque-là, c'est-à-dire les archives du ministère de l'Intérieur, de la délégation du ministère de l'Intérieur à Paris pendant l'occupation. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, adieu le Telex de Lisieux, je le chercherai après. Et je me suis mis effectivement à copier tous ces documents et à prendre connaissance de choses que les gens n'avaient pas vues. Par exemple, les 10 000 juifs qui ont été transférés de la zone libre vers la zone occupée, personne n'avait écrit leur histoire. Moi, je l'ai écrite tellement précisément dans Vichy-Auschwitz en 83 qu'il n'y a pas de changement jusqu'aujourd'hui de cette histoire. Mais je l'ai fait parce que j'avais les documents. Et un historien ne peut pas travailler sans des nouveaux documents. Et donc j'ai pu faire ce travail. Et puis j'ai continué à avoir des archives, parce que j'ai dit aux juges d'instruction dans les affaires Barbie ou dans les affaires Brunner, j'ai besoin de documents pour la manifestation, la recherche de la vérité. Et il n'y a pas que le bourreau qui est intéressant, il y a les victimes qui sont intéressantes. Vous devez me donner, vous devez faire saisir les archives de Drancy, le fichier de Drancy, vous devez faire saisir le fichier de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers, etc. Et il me l'a fait saisir. Et puis j'allais chez lui, puis je prenais le dossier sous le bras, et puis je rentrais chez moi, et je le donnais à microfilmer, et j'avais donc tous ces fichiers avant tout le monde. Donc j'ai pu aussi retravailler sur le mémorial pour la 2e édition du mémorial. Mais Vichy-Auschwitz a été effectivement une œuvre historique en dehors de quelques développements qui sont des développements, comme tu as dit, judiciaires pour pouvoir faire inculper René Bousquet. Mais indépendamment de cela, j'ai véritablement recherché la vérité avec obstination, parce que l'hommage à mon père et l'hommage à tous les déportés, c'était d'abord de les identifier, tous, et puis d'expliquer quel a été leur destin. Je ne pouvais pas supporter d'entendre les gens, à l'époque, au début des années 70, tout le monde me disait « Ah, les concierges ont dénoncé ». Non, les concierges n'ont pas dénoncé. Les Juifs ont été arrêtés sur la base des recensements, et pas sur la base de la dénonciation des concierges. Certes, il y a eu des dénonciations, mais il y a eu peu de dénonciations en France, contrairement à ce qu'on écrit, parce que c'est facile de prendre au mémorial un carton où il y a des lettres de dénonciation, et puis ensuite de dire, voilà, toutes les dénonciations qui ont eu lieu. Mais ce n'est pas vrai. Donc, alors, précisément, Serge, sur ce point, dans Vichy-Auschwitz, il y a une sorte de révélation, une révélation d'historien. Tu expliques qu'en réalité, la société civile, pour reprendre l'expression de Denis Péchanski tout à l'heure, la société civile française a plutôt été favorable aux Juifs. Elle n'a pas été plutôt favorable, elle a été très favorable, parce que les gens... les historiens ne voulaient pas l'admettre, même Marus et Paxton, dans l'affaire de septembre 1942, quand il s'est agi des dissensions. Ils n'ont pas vu la véritable négociation qu'il y a eu en juillet 1942. Ils n'ont pas vu non plus, en septembre, comment les dissensions entre le service anti-juif de la Gestapo et la direction des SS en France. Le service anti-juif de la Gestapo voulait déporter tout le monde, et la direction des SS en France, elle était beaucoup plus lucide. Elle voulait que la France travaille dans la tranquillité pour la machine de guerre hitlérienne. Elle voulait qu'il y ait la sécurité pour les troupes allemandes, et elle ne voulait surtout pas avoir une crise politique avec l'attelage Laval et Pétain qui leur convenait parfaitement pour cela. Et donc, il y a des choses que les historiens n'ont pas vues, mais ils ne l'ont pas vues, je dirais, inconsciemment, parce qu'ils n'avaient pas les documents dont je disposais. Et je pense que Vichy-Auschwitz, c'est vraiment l'histoire de la solution finale en France, dans toutes ces grandes lignes et dans toutes les précisions qui étaient nécessaires. Et puis j'ai considéré aussi que
c'est ma vision d'historien, que le lecteur d'un livre d'histoire, un livre d'histoire n'a pas besoin d'être publié à de nombreux exemplaires, il faut qu'il touche véritablement son public, eh bien ce lecteur doit disposer de toute la documentation. C'est-à-dire que quand on attaque un problème aussi général que le comportement de la France à l'époque, eh bien il faut donner les documents dans leur langue originale et dans leur version intégrale, les documents les plus importants pour que les gens puissent se faire leur opinion et ne pas simplement écouter ou lire l'opinion de l'historien qui forcément est convaincante puisqu'il est le seul à parler. Il y a également les documents. Donc Vichy-Auschwitz sont 2 très gros volumes parce qu'il y a beaucoup de documents. Et puis il y a la version allemande. Et la version allemande présente beaucoup plus de documents allemands que la version française qui présente plus de documents français, de façon à ce que... Mais un véritable historien prend les deux éditions, l'allemande et le français, et puis il a tout ce qui lui convient. Bon, c'était un travail passionnant parce que je savais également, avec la révélation de la réaction hostile aux mesures anti-juives de la population française de base, et puis la réaction des églises protestantes et catholiques, que je révélais effectivement un aspect qui était extrêmement important. En septembre 1942, Laval est confronté au chef SS qui lui demande un programme de 50 déportations, une déportation par jour, 1000 juifs à déporter, parce que les Allemands sont enthousiasmés, ils viennent de recevoir les juifs de zone libre, ils ont des trains qui partent régulièrement 3 fois par semaine, ils demandent maintenant un convoi par jour. Eh bien, Laval leur répond, je ne peux pas vous les donner, je rencontre une opposition sans pareil de la part de l'Église, elle est conduite par le cardinal Gerlier, qui était un des piliers du régime, et je ne peux pas vous le donner. Et les chefs SS acceptent cela, et la Gestapo, elle ne l'accepte pas, mais il y a un conflit entre les chefs SS et le service anti-juif de la Gestapo, mais c'est extrêmement important parce que ce programme en Hollande et le programme ferroviaire de déportation en Hollande et en Belgique, ben, il a lieu, il n'a pas lieu en France. Les déportations s'arrêtent fin septembre et puis elles reprennent en novembre, mais il y a 4 convois, il n'y a pas un convoi par jour. Donc ce sont les Français qui ont sauvé les Juifs. Sinon, Laval aurait continué dans la foulée s'il n'y avait pas eu les protestations. Et dans les autres pays, ça ne s'est pas passé ainsi. Sauf au Danemark, sauf en Italie aussi, où la population était favorable aux Juifs. Mais ça, c'est extrêmement important. Ça donne... Aujourd'hui, on parle d'historien professionnel. Moi, je me considère comme un historien officiel, parce que Chirac, Hollande, Macron, ben, ils répètent ce qu'il y a dans Vichy-Auschwitz. Serge... Pour la petite histoire, j'ai vu passer une étudiante à l'IHTP il y a fort longtemps, qui était une étudiante allemande, qui travaillait sur l'un des procès son nom m'échappe, excusez-moi, du chef du JPOSD de Lyon, Werner Knabe, et donc voulait avoir accès aux archives donc, du Blanc. J'ai dû appeler le secrétaire général de la Défense en personne, j'étais à l'époque directeur de l'IHTP, pour qu'elle puisse avoir accès à ces documents. Alors, bon, sur la question des documents d'archives, il y a des situations. Ce qui est tout à fait particulier, ça n'enlève rien à tes mérites, c'est que tu as assez vite, alors après il faudrait reconstruire une histoire plus fine, tu impressionnais d'une certaine manière par l'action que tu menais. Mais évidemment, c'est-à-dire, ça a commencé bien avant, ça a commencé en Allemagne avec Beat. C'est-à-dire, c'est pas une question d'historien professionnel ou d'historien qui n'est pas professionnel. C'est pas du tout le même statut. Tu es déjà à ce moment-là où tu es en train de devenir un acteur public qui impressionne. Pourquoi? Parce que tu vas, où vous allez porter face aux autorités, notamment en France, mais ça a commencé en Allemagne, un problème qu'ils vont être obligés de prendre en ligne de compte, quelle que soit d'ailleurs l'opinion qu'ils peuvent avoir sur le sujet. Et donc c'est ça. Alors, parce que dire que l'État n'a été qu'un frein, oui, globalement, mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai. La loi de 79 a été une ouverture fondamentale. Notre génération en a bénéficié. Moi, j'ai commencé en 79. Sans cette loi, César, c'est la première personne que j'ai vue aux Archives nationales. Bon, donc sans cette loi, on n'aurait jamais pu travailler. Ensuite, après, il y a tout un débat, et c'est là où ton rôle est non seulement important, mais il est intéressant pour un historien. Je ne vais pas dire c'est important. Il est intéressant d'un point de vue, on va dire, presque d'une sociologie de l'action collective. C'est pourquoi et comment, grâce à l'effet que tu fais auprès de certains dirigeants, il y a, au fond, les portes qui vont s'ouvrir beaucoup plus facilement. Si ça avait été uniquement, et on a essayé de le faire dans d'autres circonstances, des historiens professionnels faisant un travail scientifique dans un cadre scientifique, eh bien les portes s'ouvraient un peu moins vite. Je peux simplement préciser qu'en 1982, effectivement, j'ai obtenu l'autorisation de consulter tout ce que je voulais aux archives de la préfecture de police. Monsieur Defer, ministre de l'Intérieur, m'avait donné cette autorisation et l'inspection générale des services a fait une note de 52 pages pour dire qu'il ne fallait pas la donner. Donc, je déclenchais, c'est ça mon rôle, je déclenchais par la volonté que je manifestais d'avoir accès aux archives, un conflit intérieur au sein de l'État qui a été tranché effectivement par une avancée dans l'ouverture des archives. Alors, si j'ai bien compris en réalité, la personne au premier rang qui a posé une question tout à l'heure n'avait pas tout à fait tort. Sur des cas particuliers, l'État a effectivement tenté de freiner, et en tant que journaliste, j'ai eu moult occasions de le constater, mais globalement, comme le rappelaient et Serge et Henri Rousseau, effectivement, il y a eu une ouverture progressive, notamment des archives et notamment des mentalités au fil de l'action, notamment de Serge et de Béate. Annette voulait apporter une précision, et puis après, peut-être si quelqu'un a une question, merci de lever la main. Qu'il faut dire les choses un peu clairement. Nous autres, historiens, professionnels, fonctionnaires, parce qu'on est quand même tous des fonctionnaires, enfin, pas les jeunes gens, on avait 1000 choses à faire. Enseigner, pour ceux qui dirigeaient des étudiants, diriger des étudiants, pour ceux qui dirigeaient des labos, diriger des labos. Alors que Serge l'a dit, il avait une seule obsession. Et quand on regarde un peu le paysage, de façon différente, Poliakov avait aussi une seule obsession, donc il a fait toute une bibliothèque sur l'antisémitisme. Donc je crois qu'on ne peut pas comparer les ambitions des uns et des autres avec celle-là qui a été en fait une sorte, excuse-moi Serge, de monomanie et qui a fait que voilà un univers, une passion, un univers, et toute l'activité, Serge disait tout à l'heure, c'est de donner le temps, toute une activité qui a été sur cela. Et puis c'est vrai qu'il faudrait aussi collationner, faire la bibliographie de tout ce qu'il a publié. Moi, je me rappelle Annette Muller. C'était quand même le premier, 83. La petite fille du Veldiv. Je me rappelle aussi les journaux des commandos de Drancy, une source extraordinaire que Serge aussi a publié. Donc, c'est une activité d'une vie qui et dira Claude que si on a insisté sur le côté historien, c'est parce que c'était la commande aujourd'hui. Parce qu'on aurait pu tous, les uns et les autres, dire bien d'autres choses. Mais on nous a demandé, Serge Klarsfeld, historien. Alors, si quelqu'un souhaite poser une question, qu'il lève la main et la jeune femme lui apportera un micro. Et en attendant une éventuelle question, et avant peut-être de terminer, effectivement, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que Serge et Béate se sont auto-désignés pour remplir une tâche immense, une mission. C'est la mission de leur vie et de leur entourage et de leurs proches, parce qu'ils ont avec eux entraîné tout un ensemble de militants. Et j'en profite pour redire, je crois que je l'avais dit une fois ici aux côtés de Serge Klarsfeld, j'ai eu l'occasion dans Le Monde un jour, je pense que c'était à l'occasion du procès Barbie,
de rédiger un grand portrait, ce qu'on appelait un grand portrait dans le Monde, c'est-à-dire une page du Monde pour faire un portrait. Et j'ai remis mon papier à la rédaction du Monde, et puis il y a un moment où il faut titrer un papier, et on m'a demandé un titre, et j'ai proposé le militant de la mémoire. Et puis intérieurement, j'étais un petit peu gêné, parce que je me suis dit, mais après tout, peut-être que Serge Klarsfeld, avocat, historien, va considérer que ce militant n'est pas adapté. Et le but de ce portrait était d'informer les lecteurs du Monde, mais pas non plus de froisser Serge Klarsfeld. Et donc, 20 ou 30 ans après, j'avais demandé à Serge Klarsfeld ce qu'il avait pensé de ce titre à l'époque. Et il m'avait dit, mais non, je ne suis pas du tout choqué, je suis un militant. Et il s'était retourné en me pointant un peu, en me disant, et du reste, toi aussi. Et alors là, j'avais été un peu plus froissé et choqué. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, je ne vous vois pas bien, mais... Madame, je vous en prie. Oui, on a entendu comment il y a eu une montée en puissance qui accompagne finalement une décennie vertueuse. Et je voulais vous poser, Serge, la question suivante. Est-ce que la conjoncture actuelle, vous, en tant qu'interprétation historienne de cette conjoncture, est-ce qu'elle est en train de changer véritablement? Ça, c'est une bonne question. Henriette Asséon, spécialiste. Ouais. Je dirais que disons, le travail que j'ai fait, je l'ai fait en étant lucide. C'est-à-dire que je n'ai jamais pensé que la mémoire pouvait être un obstacle aux crises politiques. Je n'ai jamais pensé cela. Donc, la mémoire, je suis tranquille sur l'avenir de la mémoire, vu les moyens technologiques dont on dispose, des grands musées qui sont dispersés en Asie, avec Yad Vashem, en Europe, aux États-Unis. Bon, la mémoire de la Shoah n'est pas en danger. Ce qui est en danger, c'est est-ce que la France sera à l'extrême droite? Est-ce que, je sais pas moi, tous les pays, est-ce que l'Europe sera à l'extrême droite? C'est ça ce qui est en... Et là, ça demande le militant. Donc on agit aussi. Nous avons toujours été dans toutes les luttes d'aujourd'hui et d'hier. Beat était partout dans le monde, de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient, moi aussi au Moyen-Orient, partout. Et on se bat en France aussi. On s'est battu pour qu'il n'y ait pas, ou un candidat d'extrême droite élu ou un candidat d'extrême gauche élu. Donc il faut se battre en tant que militant politique aussi, parce que la mémoire et l'histoire, c'est dans l'absolu. Mais ce ne sont pas des barrières qui empêchent les gens de réagir s'ils perdent leur travail, s'ils ont faim, s'ils sont passionnés. Et en général, la haine engendre beaucoup plus de passion et de force que l'amour. Alors, on arrive au terme de cette table ronde. Je voulais, avant de remercier tout le monde, je voulais rappeler que vous connaissez bien ce lieu, puisque vous y êtes aujourd'hui dans cet amphithéâtre, mais il y a la librairie que j'imagine tout le monde connaît, et dans laquelle vous pouvez trouver toutes les publications possibles et imaginables sur le monde juif, la persécution, enfin tout ce que vous savez, et notamment tous les livres de Beat et Serge Klarsfeld, et de Serge comme historien, mais aussi de tous nos convives, j'allais dire ce soir, de tous nos invités. Et puis je vous rappelle bien sûr l'exposition Serge et Beat Klarsfeld, puisque c'est à cette occasion que ce cycle de conférences a lieu, et qu'on a eu le plaisir d'avoir à nos côtés, bien sûr, Serge Klarsfeld, mais aussi Annette Wiedziorka, Henri Rousseau, Denis Péchanski, Alexandre Doulu, et puis Tal Brutman, que je remercie tous, et merci de votre attention.